crazy mother. Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre Ma vie est un labo et la vôtre aussi, et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. No, I'm not a writer. Okay. Pourquoi bannir le terme d'expert ? On entend ce terme partout et j'avais envie de vous partager mon point de vue quant à notre façon d'appréhender l'expert, parce que sa définition est rarement utilisée à sa juste valeur. Comme nous l'explique notre cher ami Larousse, l'expert est quelqu'un qui a acquis une grande habileté par l'expérience, par la pratique, et qui témoigne de cette compétence. Pourtant, dans notre société, l'expert est rarement défini par son expérience ou sa pratique. Majoritairement, nous désignons un expert en rapport à son savoir ou à ses diplômes. Or, un homme de savoir n'est pas forcément un homme d'expérience. Et nous l'observons sur bien des points dans ce que notre société traverse actuellement. Utiliser son savoir, c'est bien, c'est intéressant, mais utiliser son expérience, c'est mieux, d'autant plus lorsque nous devons nous dépêtrer de situations rocambolesques. Si la pratique n'est pas additionnée au savoir, logiquement, on ne devrait pas se prétendre expert parce que ce n'est ni plus ni moins que de l'information que nous cumulons dans notre intellect. S'il n'est pas expérimenté, remis en question, étoffé et mis en lien avec d'autres spécificités, ce savoir restera très limité et nous amène même à commettre des erreurs. Ce n'est pas parce qu'on a lu tous les bouquins possibles et inimaginables sur un sujet que l'on peut se déclarer expert. Il faut donc se rendre sur le terrain. Au cours de mes recherches, j'ai pu vérifier que le savoir intellectuel, c'est de l'information connue, établie, qui s'évapore comme de la vapeur d'eau. Nous cumulons une tonne d'informations qui se perdent avec d'autres informations que notre intellect prend minutieusement soin de séparer. En revanche, l'expérience, elle, rassemble les données en les inscrivant dans nos cellules. Je dirais même qu'au fil de nos expérimentations, notre être profond développe quelque chose de plus puissant et de plus substantiel que le savoir. C'est la connaissance. Et très sincèrement, nos diplômes ou nos manières de réfléchir le monde ne suffisent pas pour l'acquisition de cette précieuse connaissance. Non, elle s'acquiert en rassemblant nos expériences, nos savoirs, nos ressentis et tous nos centres d'intérêt. Si nous ne testons rien de nos lectures, de nos diplômes, de nos formations, quelle en est donc l'utilité, si ce n'est celle de démontrer aux autres que nous savons des choses, beaucoup de choses, tellement de choses. Oui, nous sommes nombreux à savoir tout un tas de trucs, mais nous avons tous rencontré ou nous avons nous-mêmes été cette personne qui sait tout sur tout et qui, lors d'une situation d'urgence, se retrouve incapable de se remémorer la page qui indiquait quoi faire en de telles circonstances. L'expérience est bien plus riche que l'accumulation d'informations, les amis, car elle apporte les nuances d'un savoir. Toutefois, il ne sert à rien non plus d'additionner nos expériences les unes aux autres si nous n'y sommes pas présents. Par exemple, j'ai rencontré des gens qui ont énormément voyagé mais qui n'en ont rien ressorti de leurs aventures, si ce n'est quelques photos pour montrer aux amis. Il faut donc se délecter de ce que nous vivons de l'existence, sinon c'est un coup dans l'eau, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un peu vivre à côté de sa vie sans véritablement en faire partie. Donc, il s'agit bien d'être présent à nos expériences, aux rencontres, aux aventures pour y découvrir quelque chose, en ressortir toute la substance des enseignements, ce qui permettra d'étoffer, de valider, d'affiner notre savoir, et même découvrir d'autres chemins parce que nous l'avons remis en question. Comment peut-on se prétendre expert sur des domaines auxquels nous n'avons jamais été confrontés ni de près ni de loin et pour lesquels notre vision se limite à notre savoir ? On se souvient tous de cet homme politique incapable de trouver le prix d'une baguette. Comment peut-on gérer un peuple en étant aussi éloigné de ce peuple ? Il vit dans le monde de la théorie pendant que les citoyens vivent une toute autre réalité. Mais on ne gère pas l'humanité avec des théories, des chiffres, des diagrammes et autres graphiques. Il faut savoir de quoi on parle et pour cela, ne pas trop s'éloigner d'une certaine réalité humaine. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fichiers. Pouvons-nous vivre une histoire d'amour en théorie ? C'est impossible. Il faut s'y confronter, l'explorer, la ressentir, la toucher, l'éprouver.
C'est la même chose pour tous les autres secteurs dans lesquels l'humain est sollicité. Et je rappelle que l'humain est la première pièce du puzzle dans tout ce que nous abordons du monde. Ce n'est pas le savoir en tant que tel qui pose problème, non. C'est une base très utile, mais ça reste une base. Le souci, c'est notre façon de le traiter et de le figer, parce que nous nous appuyons uniquement sur lui, et qui plus est, dès que nous disposons d'un savoir, nous avons tendance à nous endormir dessus. Or, au vu de l'immensité de notre univers et de la complexité humaine, je nous trouve bien orgueilleux, nous les humains, de prendre notre savoir pour acquis sans garder un esprit suffisamment ouvert à d'autres possibilités. Et c'est valable dans tous les secteurs professionnels dans lesquels les experts sont sollicités. Entrepreneuriat, politique, santé, psychologie, etc. Et c'est même applicable dans notre propre vie. Ce que j'ai malheureusement constaté, c'est qu'à force de s'appuyer sur ce fameux savoir, il en découle des erreurs de diagnostic, beaucoup de souffrance et finalement peu d'avancées. Et c'est de notre ego dont il s'agit. Il nous limite à ce que nous connaissons déjà en nous donnant l'impression d'exister au travers de notre beau savoir, parce que quelque part c'est rassurant d'être cultivé. Ça nous donne une crédibilité, ça nous donne confiance en qui nous sommes. Le pire, c'est que nous restons persuadés qu'en ayant une telle richesse intellectuelle, nous ne commettrons aucune faute. Et du coup, dès que nous avons appris ou compris quelque chose, le questionnement est terminé alors que c'est très exactement là qu'il doit commencer. Quelque part, cette attitude est logique puisque notre cerveau est taillé comme un serveur du FBI. Il apprend, il enregistre et puis il range dans un tiroir toute information que nous apprenons. C'est une façon pour lui de nous mettre en sécurité sur un chemin balisé et pour ce faire, il place nos savoirs dans des dossiers marqués « Affaires classées ». Dossiers qui prendront la poussière et que nous ne réouvrirons plus jamais pour peaufiner, améliorer ou y rajouter des nuances par exemple. Non, nous les ouvrons uniquement pour régurgiter ce savoir lorsqu'on nous le demande. C'est une manière très inconsciente d'ailleurs de rassurer notre petite caboche que de se cacher derrière notre faculté intellectuelle. C'est un processus de sécurisation, il faut juste en prendre conscience. Notre cerveau est construit comme ça, nos sociétés fonctionnent comme ça, pourtant c'est à l'inverse de toute logique universelle. Depuis des siècles, nous mettons notre capacité cérébrale au premier plan au lieu de prendre en compte la complexité et la multiplicité du monde dans lequel nous vivons, y compris l'infinité des êtres humains que nous sommes. Encore une fois, nous attribuons plus de valeur à la forme des choses qu'au fond. Nous accordons plus d'importance au savoir plutôt qu'à la quintessence de nos expériences. Alors c'est sûr qu'il fut un temps où il était bien difficile de révéler le fond des choses parce que notre société ne nous en donnait pas la permission et du coup, notre conscience n'était pas suffisamment prête, mis à part celle des artistes, parce qu'ils disposaient de l'autorisation d'explorer le monde dans son ensemble. Je sais que tu dis tout haut ce que certains pensent tout bas. Et il y a besoin de ça dans la société. Quand bien même notre société a changé, nous fonctionnons toujours pareil. Et la cause d'un tel procédé, c'est encore notre façon de gérer la survie. Et celui qui la gère, c'est notre ego. Pourtant, dans notre système moderne, les enjeux de survie ne sont clairement plus les mêmes que ceux des temps anciens. À moins que je ne sois pas au courant, mais nous n'avons pas besoin de chasser pour vivre. Alors pourquoi poursuivons-nous ces façons de procéder ? Pourquoi donnons-nous plus d'importance à l'intellect qu'à l'être avec cet ego qui prend toujours le contrôle ? Pourquoi avons-nous cette nécessité de nous mettre en sécurité confortablement installés sur nos lauriers sans rien remettre en question ? La flemme ou la peur ? Peut-être est-ce notre difficulté de concevoir que l'existence est un mouvement perpétuel qui nous invite à nous remettre en question. Et probablement que nous pensons que notre petite existence ne se situe qu'en surface. Nous avons l'impression d'exister uniquement à travers ce que nous définissons de nous-mêmes. Nos titres, nos métiers, nos places sociales, nos comptes en banque, nos réussites nous rassurent alors que ce n'est pas à cet endroit que nous existons vraiment. Je vous le confirme. Si notre intellect est utile pour mettre en forme ce que nous apprenons, pour structurer nos idées, en aucun cas il ne devrait être mis au premier plan dans nos prises de décision. Le danger vient du fait qu'on a tendance à appliquer ce procédé très limitant partout et dans toute chose. Une fois que nous déposons l'étiquette de l'expert, tout est fini. Plus d'apprentissage, plus de questionnement.
C'est comme si on s'écartait de la vie alors que son mouvement se poursuit. Je me souviens de notre médecin de famille qui n'hésitait pas à ouvrir une encyclopédie devant moi pour y faire des recherches. J'avais trouvé ça très professionnel, parce qu'il n'exerçait pas son métier avec son ego en restant embourbé dans des certitudes. Non, il poursuivait son apprentissage. Il restait ouvert à d'autres possibilités, d'autres chemins. Et puis, il était lucide sur le fait que non seulement le monde avance, mais que l'humain n'est pas infaillible. Et ce, même s'il possède un savoir. On en discutait, il écoutait aussi mes propositions si elles lui semblaient pertinentes, et il répondait à mes questionnements parce que j'avais envie de comprendre. C'est là qu'on peut aller plus loin, en restant ouvert et en rassemblant les connaissances, les expériences, les points de vue, les réflexions. Et c'est très exactement le processus de l'artiste, qui suit le mouvement naturel. Il vit une expérience, puis il l'analyse, la met en forme et la retranscrit avec son outil cérébral. Mais il ne procède pas à l'inverse. C'est un expérimentateur, un chercheur, il explore, trouve quelque chose mais ne l'enferme jamais puisqu'il continue de vivre des expériences qui vont lui permettre d'affiner ses découvertes, voire même de les remettre en question et du coup d'aller plus loin dans ses perceptions du monde et de lui-même. C'est la différence entre l'intellectuel qui a tendance à engranger beaucoup d'informations mais qui, la plupart du temps, s'est complètement retiré du vivant. Il ne vit qu'en surface, qu'en théorie, il demeure dans une sorte d'illusion, tandis que l'artiste rentre pleinement dans le mouvement de l'existence. Il s'enrichit de ses expériences grâce auxquelles il étoffe sa connaissance. Tout ce qu'il vit s'inscrit, mais pour ça, il plonge dans les profondeurs, tout ce qui nous fait flipper. L'un utilise son cerveau en premier lieu, et l'autre apprend dans la substance en passant par ses 5 sens. Finalement, c'est comme si nous possédions 2 mémoires, l'une cérébrale qui cumule les informations, et l'autre sensitive qui imbrique tous les apprentissages quels qu'ils soient. Et je vous confirme que nos sens développent l'être tandis que le cerveau développe juste le cerveau, c'est tout. Le rôle de la tête est de séparer, trier, ranger les informations, alors que notre intelligence sensitive rassemble les données en ressortant un sens beaucoup plus profond. Si nous sommes dotés de 5 sens, chers auditeurs, ce n'est pas pour rien, ce sont des outils puissants. Comme l'artiste se positionne en chercheur, ses apprentissages ne sont jamais terminés. Et c'est d'ailleurs ce qui lui permet d'utiliser sa petite caboche à sa réelle fonction. C'est-à-dire pour mettre en forme, analyser et structurer. Il ne l'utilise pas pour rassurer son ego en figeant tout ce qu'il apprend. Non, il ne ressent aucun besoin de prouver son existence. Il existe, il le sait, point. Ce n'est pas son ego ni sa petite personnalité qui le nourrissent, mais sa soif de découverte. C'est un chercheur de vérité, alors il va toujours plus loin. C'est ça qui le rend si vivant, parce que c'est grâce à cela qu'il affine la subtilité de son être. C'est la grande différence entre une navigation de surface et celle qui se situe dans la profondeur du monde. Si vous êtes sur l'océan, dans votre barque, et que vous passez votre vie à rester en surface, votre champ de vision et de compréhension du monde va être très réduit. En revanche, si vous plongez, vous allez voir tout ce que vous allez découvrir. Eh bien la vie, c'est pareil. Tout ce que nous abordons du monde, c'est la même chose. Tout fonctionne sur le même principe. L'artiste, lui, il plonge, il explore ses sensations, il se laisse traverser par l'existence. Il utilise juste sa tête pour retranscrire et modéliser ce qu'il vient de vivre. C'est le sens logique de la nature et du fonctionnement d'un être humain, et pourtant, nous pratiquons l'inverse depuis des siècles. Nous voyons bien où cela nous mène. Il serait peut-être temps de revenir à ce que la nature elle-même nous insuffle. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai remis en question mes connaissances sur l'humain, le monde, parce que mes expériences ont tout simplement bouleversé mes acquis. Elles m'ont prouvé à quel point le monde et tout ce qui le compose est d'une subtilité sans nom. Ce qui est excitant, c'est de découvrir, pas de s'endormir. C'est ça qui est intéressant parce que nous déterrons d'autres chemins, d'autres trésors et c'est ce qui permet aussi d'avancer, d'innover et d'élargir nos compréhensions du monde et de nous-mêmes. C'est d'ailleurs pour retranscrire tout ça que j'ai écrit mon livre « Ma vie est un labo ». Parce que la vie est vraiment un labo dans lequel on ne cesse jamais d'apprendre. Dès l'instant où l'on pense que c'est fini, on se plante. Pour le coup, c'est le cas de le dire, on est planté, embourbé.
À l'adolescence, nous nous dirigeons instinctivement vers l'expérimentation. C'est ce qui nous fait kiffer. Et puis, au fil du temps, le poids de notre société nous invite à abandonner cet apprentissage pour privilégier quelque chose de plus cérébral. Il faut se définir, rentrer dans une case, dans la norme et ne plus en bouger. Nous ne sommes pas des robots, mais des êtres vivants dotés de sensations, d'émotions. À trop fonctionner avec notre tête qui sait partout et qui retire toute saveur à l'existence, on écarte tout un réseau d'apprentissage extrêmement puissant. Il est laissé à l'abandon alors que je peux vous dire qu'il est indispensable. Qu'est-ce qui reste gravé dans votre mémoire lorsque vous lisez un livre, par exemple ? Vous vous souvenez des émotions et de l'histoire qui est racontée, pas de la taille des mots ni des dates. Donc vous vous souvenez de la substance, pas du détail. Dans un souvenir, il y a des odeurs, les images, les musiques, les sensations, l'émotion dans laquelle vous vous trouviez. L'artiste vit des histoires au cœur de sa propre existence. Il se souvient de l'intensité, de la diversité, de la profondeur de ce que la vie lui enseigne. Et il crée des liens entre chaque expérience. C'est ce qui densifie son apprentissage. C'est également ce qui lui permet d'aller plus loin que le savoir en ayant accès à cette fameuse connaissance. Alors je vous en prie, procédez à une petite auto-manipulation de votre cerveau. Si vous devez vous définir, cessez d'être des experts en tout genre et attribuez-vous plutôt le terme de chercheur. Bizarrement, l'auto-manipulation est très aidante pour le coup, parce que dans notre tête, l'expert va fermer le chemin alors que le chercheur le laisse ouvert. Et pour vous y aider, prenez l'artiste avec vous, parce que pour avancer, le monde aura bien besoin de vos partages d'expériences et autres découvertes. L'artiste sauvera le monde, les amis. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez également faire un don. Pour accéder aux masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, lecomptoirdelartistologie.com. Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse.